Bonjour à tous, je vous propose donc une correction pour le chapitre de géographie numéro 3 concernant la ville de demain. La première partie concernait la manière d'imaginer la ville de demain. Alors, tout d'abord pour les documents sur les différents scénarios possibles de ville pour demain. Question 1, qui imagine les 3 scénarios possibles pour la ville de demain? En fait, la réponse était ici, en haut de document, c'était écrit donc. Elle s'appelle Virginie Resson, elle est chercheuse en prospective. Alors la prospective est une science qui essaye d'imaginer l'avenir. On essaie de prendre les différents éléments que nous avons en notre possession aujourd'hui et on essaye de comprendre comment les choses pourraient évoluer dans le futur. Alors évidemment, il n'y a pas une seule réponse. On peut imaginer donc plusieurs scénarios, comme ici pour la ville de demain. Imaginons par exemple qu'aujourd'hui on prenne une nouvelle donnée en compte, c'est-à-dire la question des pandémies que nous sommes en train de vivre actuellement, et on peut imaginer à quoi pourrait ressembler le monde de demain en tenant compte de cette question des maladies mondiales, des pandémies. Voilà. Ensuite, vous aviez 3 projets de ville de demain. Là, quelque chose qu'on espère mettre en place. C'est pas encore fait, mais on imagine qu'un jour ce sera possible. Alors tout d'abord, vous aviez savoir qui a imaginé le projet Paris Smart City 2050. La réponse était la mairie de Paris, c'est-à-dire les responsables de la commune. La réponse se trouvait tout simplement dans le titre du document. Voilà. Ensuite, de quoi serait composée cette ville de demain? Alors la réponse était à trouver dans la légende qui accompagnait le document. Vous avez 3 petits numéros, 1, 2 et 3. Donc tout d'abord, petit 1, on a affaire à des HLM, des habitations à loyer modéré, qui existent déjà. Et au-dessus de ces habitats actuels, on va y rajouter ce qu'ils appellent des honeycomb towers. Ce sont en fait, vous voyez, des nouveaux bâtiments que l'on va mettre au-dessus des autres, qui ressemblent à des espèces de petites alvéoles d'abeilles, auxquelles on va rajouter notamment des potagers suspendus, des arbres, ou encore sur les toits, des panneaux solaires. Enfin, dans la rue, sur la chaussée, on vous indique des phytolights, c'est-à-dire des lampadaires dont l'énergie proviendrait du vent. Donc il n'y aurait pas de fil électrique, il y aurait tout simplement, tout serait alimenté grâce au vent. Voilà la réponse que je mets de manière globale. Enfin, à quel scénario du document 1 correspond donc ce projet Paris Smart City 2050? Donc vous deviez reprendre le document 1, page 224, et regarder les 3 projets possibles. La réponse était le scénario numéro 3, celui qu'on appelle la ville durable, car ici l'idée est de créer une ville nouvelle, une ville de demain, à partir de celle qui existe déjà, c'est-à-dire ici la ville de Paris. Deuxième projet, le projet Lilypad, qui veut dire nénuphar en anglais. Tout d'abord, qui a imaginé le projet Lilypad? Alors, comme tout à l'heure, il fallait regarder dans les informations sous le document et on vous indiquait que l'architecte Vincent Caillebout a imaginé donc cette ville flottante. Ensuite, vous deviez me citer une différence entre le projet Lilypad et le projet précédent Paris Smart City 2050. En fait, on peut voir 2 choses. La première, c'est que ces nénuphars sont sur l'eau, alors que Paris est une ville sur la terre. Première chose. La deuxième différence que l'on pouvait constater, c'est que Paris Smart City correspond à une ville qui existe déjà, alors que les nénuphars Lilypad n'existent pas du tout. En l'occurrence, dans le cas présenté, on imaginerait les construire au large d'une cité, qui est la ville de Monaco, qui, je le rappelle, est un État indépendant dans le sud-est de la France. Enfin, dernière question sur le projet Lilypad. À quel scénario du document 1 correspond donc ce projet? À nouveau, il fallait regarder les 3 scénarios possibles et on se rendait compte qu'il correspondait au scénario numéro 2, l'éco-cité idéale, c'est-à-dire une cité construite à partir de rien.
Troisième projet, celui d'une ville intelligente. Qui a imaginé une ville intelligente et à quoi serait-elle connectée? Comme pour les autres cas de figure, la réponse est en dessous du document et on vous indique que donc cette ville intelligente a été imaginée par l'entreprise Bouygues. Vous connaissez sûrement déjà cette entreprise puisqu'elle elle travaille notamment dans la téléphonie mobile, ce qui nous permet tout de suite aussi de comprendre la réponse à la deuxième question, à quoi serait-elle connectée cette ville intelligente? Si on regarde les différents cas de figure présentés, par exemple des poubelles connectées qui indiqueraient aux entreprises de ramassage d'ordures quand elles sont pleines, ou encore le principe des signalements par les habitants grâce à leur smartphone, ou encore la géolocalisation des taxis et des bus qui permettrait une meilleure gestion des transports, tout ceci nous montre que cette ville connectée serait totalement, cette ville intelligente plutôt, serait totalement connectée à Internet. Pensez également aux années qui viennent, puisque petit à petit, nous sommes en train de mettre en place la 5e génération de connexion Internet, qui est la 5G, qui permettrait d'être encore plus rapide et encore plus efficace. Donc on pourra imaginer que cette ville intelligente soit dans l'avenir associée donc à cette 5G. L'objectif de la deuxième partie du chapitre était de vous montrer que des actions étaient déjà menées dans plusieurs cités du monde. L'objectif de l'exercice était de répertorier ces actions, mais également, si possible, les conséquences des actions menées. Alors, pour la première cité, il s'agissait de la ville de Tianjin, qui se situe en Chine. Alors, la réponse n'était pas indiquée, mais rien ne vous empêchait de chercher par vous-même où se trouvait Tianjin. Alors, quelles sont les réalisations? On se rend compte donc déjà que 20% de l'énergie qui est consommée dans la ville vient d'énergie renouvelable. Alors, je vous rappelle qu'une énergie renouvelable, c'est plutôt une source d'énergie dont le stock est infini, c'est-à-dire que le stock qui permet de créer l'énergie peut se renouveler rapidement. Par exemple, le soleil, l'énergie du soleil vient en permanence sur la Terre. Le vent est quelque chose qui se régénère en permanence. Contrairement par exemple à du pétrole, qui correspond à un stock qui se vide au fur et à mesure que les humains l'utilisent. Car pour faire du pétrole, par exemple, il faut des millions d'années. Ensuite, 60% des déchets sont recyclés en cette ville, donc on atteint un chiffre très élevé, mais également on vous indique que seuls les véhicules hybrides ont le droit de circuler dans certains quartiers de la ville. Alors, pour rappel également, un véhicule hybride est un véhicule qui associe un moteur essence et un moteur électrique. Le but est de rejeter moins de particules polluantes dans l'atmosphère lorsqu'on circule avec. Quels sont les résultats? On n'a pas de chiffres très concrets avec le document. On peut imaginer donc une diminution de la pollution, ce qui normalement devrait être logique. Le deuxième cas de figure très important est la question de nourrir cette population urbaine de plus en plus importante. Depuis plusieurs années, des projets sont menés pour produire directement l'agriculture dans les cités, dans les villes. Ici, par exemple, vous aviez le cas de la cité de Montréal, au Canada, où sur certains toits d'immeubles, on produit des légumes sans produits chimiques, donc des produits, on va dire, d'agriculture biologique, directement sur les toits. L'avantage est de créer ce qu'on appelle des circuits courts, c'est-à-dire que les produits sont consommés directement sur place ou à quelques kilomètres autour, ce qui évite aussi de les transporter sur des dizaines de kilomètres, voire par avion, ce qui suscite beaucoup de pollution. Cette optique, ce projet se développe dans beaucoup de villes, notamment en Asie, où l'on construit déjà des tours complètes où on ne produit que de l'agriculture. Troisième exemple, là nous sommes en Afrique du Nord, dans une ville qui s'appelle Kelibia, en Tunisie, où dans ce cas de figure, le but est d'inciter la population de manière générale en lui offrant différents services, notamment en lui proposant des ampoules basse consommation, en installant des chauffe-eau solaires, c'est-à-dire des chauffe-eau qui vont produire de l'eau chaude grâce à l'énergie solaire, mais également on cherche à sensibiliser la population au tri sélectif, au compostage des déchets et aussi à la culture vivrière, c'est-à-dire se remettre à faire des petits jardins pour la consommation personnelle ou de la communauté. Là, le document nous donne des résultats concrets. En effet, il est indiqué dans le texte que l'on a observé dans la ville de Kelibia
une réduction des coûts des déchets, c'est-à-dire que on utilise moins d'argent pour à la fois récupérer les déchets, mais également pour les détruire. Ça permet aussi une relance de la production locale de fruits et légumes, puisque les gens vont produire eux-mêmes leurs fruits et légumes, donc ça va relancer une économie locale. Et enfin, on voit aussi une protection de la biodiversité. La biodiversité, je vous rappelle que ce sont l'ensemble des espèces animales et végétales dans un milieu donné. Enfin, le dernier exemple portait sur une ville d'Amérique latine, Medellín, en Colombie. Alors ici, le projet, la construction, c'est celle d'un téléphérique, c'est-à-dire un moyen de transport qui permet de faire le lien entre un point haut et un point plus bas, notamment dans les zones montagneuses, grâce à l'aide de petites cabines donc tirées par des câbles. Ce principe du téléphérique est extrêmement avantageux parce que tout d'abord, on fait une économie d'énergie. En effet, ce système est souvent électrique et permet donc d'éviter d'utiliser des véhicules qui utilisent des matières fossiles, comme les voitures. C'est aussi très peu bruyant, contrairement à des dizaines ou des centaines de voitures, et surtout aussi ça permet de créer du lien entre les différentes populations de la ville, car généralement à Medellín, ce sont surtout les pauvres qui vivent sur les quartiers hauts, et ça leur permet tout simplement de pouvoir relier beaucoup plus facilement le centre-ville que de passer par un dédale de ruelles pendant des dizaines de minutes. Là, en quelques minutes, ils peuvent très facilement et pour un prix modique rejoindre les quartiers centraux. J'espère que cette correction vous a permis de mieux comprendre ce chapitre. Un chapitre intéressant parce que c'est la seule fois au cours de votre scolarité où vous allez vraiment travailler la prospective, c'est-à-dire essayer d'imaginer le futur, car c'est quand même l'une des grandes attributions de la géographie que d'imaginer le monde du futur. La géographie n'est pas simplement une discipline qui étudie le présent, mais également qui est aussi une discipline qui peut envisager l'avenir. Et notamment dans la question urbaine, puisque nous l'avons vu, la question urbaine est une question très importante dans le monde actuel, car la population urbaine représente plus de la moitié de la population, et que cela s'accompagne de nombreux problèmes, donc problèmes de transport, problèmes d'approvisionnement en eau, d'approvisionnement en énergie, en nourriture, problèmes de transport, problèmes de sécurité, problèmes de relations entre les différents types de personnes. Et grâce à ce chapitre, on a essayé, ou j'ai essayé en tout cas moi, de vous faire comprendre que la géographie pouvait apporter des solutions pour mieux vivre la ville du futur.